Permettez-moi d'abord de remercier la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal pour nous accueillir et Claude et son équipe pour sa formidable énergie qui est à l'origine de ce colloque, de celui de Paris il y a quelques mois et des prochains qui sont d'une utilité certaine. Donc mon intervention s'intitule « Par quel mécanisme politique envisager la reconstruction ?» La crise syrienne actuelle se caractérise hélas largement par l'incapacité de la communauté internationale à inventer des solutions pour une sortie de crise. Or, il me semble évident que lorsqu'il s'agira de parler de reconstruction, il faudra que les Syriens comptent avec des États jusque-là absents qui, sans nul doute, réapparaîtront pour mettre le pied dans la place, et la Syrie, à ce moment, ne pourra se passer de leur aide. Donc, à la lumière des structures qui ont déjà été mises ailleurs, je souhaiterais m'interroger sur la pertinence de l'action de la communauté internationale dans un processus d'État en reformation. Et donc, ce sera le cas syrien. Donc, j'aborderai 3 séries de questions. Tout d'abord, l'organisation de la structure politique qui sera à la tête de cette reconstruction. Ensuite, la répartition de l'aide. Et enfin, le rôle des bailleurs, et en particulier des États bailleurs, dans cette reconstruction. Donc, l'organisation de la structure, il s'agit de voir le rapport entre l'organisme qui gère le fonds, donc l'argent qui arrive pour cette reconstruction, et un conseil politique qui décide des projets, qui décide des priorités. Et le cas le plus fréquent dans ce qu'on observe, dans ce qui a été fait ailleurs, c'est celui de la dissociation, donc avec vraiment d'un côté un organisme responsable de la gestion des fonds, et de l'autre, ce qu'on peut appeler pour le moment un conseil politique pour la reconstruction, qui serait dans l'idéal intergouvernemental et sous l'autorité du pouvoir exécutif, par exemple du Premier ministre ou du cabinet du Premier ministre. Le fonds, donc d'abord l'organisme qui gère le fonds, là aussi, de ce qui ressort des différentes expériences passées, c'est que la formule la plus répandue, c'est celle d'un fonds fiduciaire multibailleur, c'est-à-dire qui serait le réceptacle de la majeure partie de l'aide. C'est l'option qui est aujourd'hui envisagée pour le Mali, avec un double bénéfice. D'abord le côté pratique, puisque ce fonds permettrait de collecter des ressources provenant d'acteurs à la fois bilatéraux et multilatéraux, donc de centraliser l'argent qui arrive pour la reconstruction. Et ensuite, ça permet une gestion plus efficace, puisque quand on sait quel est l'argent disponible dans sa globalité, on peut envisager une prévisibilité de l'aide. Et le fait qu'il existe cette prévisibilité pousse les États bailleurs ou les bailleurs en général à s'engager sur des projets de plus long terme, donc 3-4 ans, alors que naturellement, ils sont plutôt réticents sur le long terme, sur le moyen et le long terme. Un exemple qui a fonctionné, c'est celui du Ghana. Donc pas tout à fait dans un contexte de reconstruction, mais l'efficacité de l'aide peut être étudiée dans ce cas-là. Donc avec création d'un fonds multibailleur, avec un programme sur 3 ans, mais aussi des réunions annuelles pour le réactualiser, le réajuster en présence du chef de l'État, des ministres concernés, des ONG, des bailleurs, et ils ont aussi mis en place des réunions trimestrielles qui permettent donc d'assurer une continuité et de faire que les projets les moins efficaces soient éliminés au profit d'autres qui sont plus adaptés à la réalité du terrain. Dans ce fonds, pour le Ghana, 10 bailleurs ont accepté de mettre en commun une partie de leurs ressources, donc à la fois des États, mais aussi la Banque mondiale, la Banque africaine de développement de l'Union européenne. Et par ce biais, le Ghana est un peu devenu l'enfant chéri des États bailleurs, ce qui provoque d'abord évidemment l'augmentation des volumes d'aide, et ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que les États bailleurs s'engagent sur des périodes plus longues, puisqu'ils ont la sensation d'une gestion efficace et sérieuse. Donc, toujours dans l'organisation de cette structure, le Conseil politique pour la reconstruction, donc cette fois-ci le volet politique, qui est essentiel, qui doit être organisé de manière efficace, qui doit être compétent, parce que l'essentiel des flux de l'aide sont naturellement dirigés vers les pays les mieux gérés.
Donc il doit répondre à plusieurs critères. D'abord, il faut que le mandat soit clair. Malgré tous les défauts de la reconstruction libanaise, ça a été le cas du CDR, le Conseil de développement et de reconstruction, donc organisme politique libanais qui gère la reconstruction, qui s'est attribué une triple mission: établir les plans et les programmes de reconstruction, obtenir les financements et superviser l'exécution. Donc ça peut être un exemple de mandat pour un organisme politique pour la reconstruction. Il faut ensuite que cet organisme réponde à une structure légère, donc sans les lourdeurs de la bureaucratie, assez souple pour s'adapter à des ajustements structurels ou à l'ajustement de la situation, à l'évolution de la situation. Il faut également échapper aux considérations politiques. Et là, dans beaucoup de situations, les considérations d'aider les partis qui sont proches de nous sont apparues. Donc on a l'exemple afghan, évidemment, avec Hamid Karzai qui a souvent utilisé la reconstruction, ou la manne qui venait de la reconstruction pour récompenser des groupes qui lui étaient proches. On a l'exemple du Liban aussi, avec donc 2 phases de reconstruction. Une première dans les années 90 qui a été dirigée, ça a été évoqué hier aussi, par Rafik Hariri, qui était en même temps Premier ministre, où l'État restait cantonné dans le rôle d'une chambre d'enregistrement des décisions qui venaient de ce Premier ministre, qui était aussi le principal actionnaire du comité de reconstruction. Même phénomène après 2006 au Liban, donc 2e phase de la reconstruction, où cette fois-ci, l'État a aussi été écarté à la fois des compensations qui pouvaient être apportées aux populations et de la levée des fonds, et c'est par exemple le Hezbollah qui a concentré cette action. Donc là aussi, vraiment avec une visée politique. Donc le Liban est l'exemple d'une aide qui est affectée par la polarisation du pays, et ça c'est tout à fait un exemple à éviter. Autre nécessité, il faut un leadership fort. L'aide ne se pilote pas seule, il faut un chef pour pouvoir l'organiser, parce que le bénéficiaire vit très rapidement un cauchemar qui est celui de devoir planifier des dizaines de donateurs pour des centaines de projets. L'exemple le plus souvent avancé, c'est celui de la Tanzanie, qui en 2002, rien que dans le domaine de la santé, devait compter 600 projets, et donc les organiser, les coordonner, ce qui devient très rapidement problématique quand l'organisation politique n'est pas suffisamment structurée. Ce leadership, dans l'idéal, évidemment, il doit être assuré par quelqu'un du pays, par un homme politique du pays. Il arrive que cette capacité locale manque dans un premier temps, et donc on voit apparaître des situations où le co-suivi des projets est confié à certains bailleurs, qui peuvent être des États. La situation la plus fréquente, c'est plusieurs États bailleurs et l'émergence d'un bailleur dominant, donc qui assure parallèlement à ces dons une certaine coordination. Et alors le cas extrême, c'est le bailleur unique, c'est ce qu'on a vu dans le cas historique du plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Donc on pourra éventuellement l'évoquer, qui est quand même reconnu pour son efficacité, même s'il ne pourrait pas être appliqué dans des circonstances similaires. Le bailleur dominant peut aussi être une organisation comme la Banque mondiale. Là aussi, ça intervient souvent, avec une difficulté qui est celle pour les nationaux de s'imposer face à la Banque mondiale, qui est beaucoup plus organisée, beaucoup plus affirmée qu'un bailleur dominant qui serait simplement un État. Si toutefois on arrive à ce que ce leadership soit assuré par quelqu'un du pays, donc par un Syrien en l'occurrence, ce chef de file, évidemment, doit avoir à la fois l'autorité et la crédibilité pour assurer ce rôle. Il est évident que ses fonctions et son attitude sous le régime précédent participeront de cette crédibilité. Il faut aussi éviter le cumul des fonctions. Là, le contre-exemple que j'ai trouvé le plus éclairant, c'est celui de la Palestine, où il y a eu donc création du PECDAR en 1993, c'est le Conseil économique palestinien pour la reconstruction et le développement, qui a été présidé par Yasser Arafat, et c'est le même PECDAR qui a géré le projet de mausolée de Yasser Arafat, ce qui est à mon sens révélateur. Donc ce mélange des genres est peut être dommageable.
Alors, il arrive aussi que ce leadership national ne puisse pas s'imposer immédiatement, mais qu'il arrive dans un second temps. Ça a été le cas de l'Indonésie, où en 92, un groupe consultatif a été créé, qui était présidé par la Banque mondiale, et en 2005, l'Indonésie a montré une volonté politique forte et a repris la direction et la présidence de ce groupe. Donc il est possible que ce leadership national ne vienne que dans un second temps. En ce qui concerne la qualité de l'équipe qui doit gérer politiquement la reconstruction, il y a d'abord bien sûr le problème de la rémunération. Il arrive, on voit très fréquemment, notamment en Afghanistan, que les États bailleurs entraînent une inflation des salaires en se calquant soit sur le secteur privé, soit sur les salaires des expatriés. Donc en Afghanistan, on a des écarts de 1 à 10 et dans les plus forts cas de 1 à 40 entre les agents payés par l'administration afghane et ceux payés par des États bailleurs. Donc ça, c'est aussi un biais à éviter. Ce qui nous mène à la question de la diaspora, qui bien sûr fait partie de cette qualité des agents, qui est reconnue pour ses atouts humains, pour ses atouts financiers, pour les contributions qu'elle peut apporter. Il faut savoir aussi que les bailleurs ont un penchant naturel pour ces membres de la diaspora, puisqu'ils estiment qu'il y a une manière de penser qui est commune, que ces membres sont culturellement plus libéraux, qu'il y a des habitudes de travail proches, etc. Donc là aussi, il faudra faire attention pour ne pas entraîner de ressentiment des locaux qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la destruction, de limiter l'influence de la diaspora, tout en bénéficiant bien sûr de ces aspects positifs. Donc tout ça sur ce Conseil politique pour la reconstruction, vous voyez que l'objectif finalement de cette structuration politique, c'est d'arriver à construire une administration solide. Et ça, c'est une des priorités avant des projets de reconstruction physique, que l'administration soit solide. Alors en Afghanistan, évidemment, il y a eu des difficultés énormes. Dans le cas syrien, j'ai plus de réserves parce que l'administration est forte et que dans le cadre de mes recherches parallèlement, j'ai vu les démarches françaises faites en 2002-2003, tout un audit fait pour rénover l'administration syrienne, ce qu'on appelle le rapport Bechtel-Fournier, qui identifiait déjà les points qui devaient être soulevés, donc qu'on responsabilise les agents, qu'on revalorise leur rémunération, qu'on leur apprenne la notion du bien public. Et je crois qu'il y a déjà là des pistes pour faire de l'administration syrienne, qui est structurée, presque trop structurée, une administration apte à gérer la reconstruction. Dernier point sur le Conseil politique, il faut, et ça c'est souvent oublié, envisager la fin de cette structure politique. Le biais qu'on observe souvent, c'est que ce Conseil politique se substitue à l'exécutif, qui est un peu incertain dans des moments de transition politique. On l'a vu aussi en Palestine, où le PECDAR a été longtemps une sorte de proto-gouvernement et les États préféraient négocier avec lui, avec cette instance de reconstruction, plutôt qu'avec l'autorité palestinienne. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut véritablement envisager une stratégie de sortie pour le Conseil de la reconstruction, dont l'existence doit être temporaire. Autant que nécessaire, mais temporaire, et ne pas se substituer à l'exécutif du pays. Deuxième point, donc, et je serai plus brève sur les deuxième et troisième points, la répartition de l'aide. L'aide, on le sait de par la littérature qui lui est consacrée, fait souvent partie du problème, plus qu'elle ne parvient parfois à le résoudre. Donc pour ça, il faut qu'elle réponde à des logiques de répartition. Donc répartition temporelle, géographique et sectorielle. Répartition temporelle d'abord. Le principal défi, c'est l'équilibre à trouver entre l'urgence et le plus long terme. Donc sur le court terme, évidemment, il y a des questions qui se posent immédiatement. Restauration de la sécurité, construction d'une instance administrative, je l'ai évoqué. Et puis, il y a le très court terme qui conduit parfois à ce qu'on sorte de ce fonds multibailleur qui doit centraliser toute l'aide et qu'on arrive à des méthodes où on a une aide massive d'un seul État pour un seul projet. C'est ce qu'ont fait les Américains pour le ministère des Finances afghan et pour la Banque centrale afghane. C'est ce que font les Chinois plus récemment pour reconstruire des infrastructures ou des routes,
avec une efficacité immédiate, donc aide massive d'un seul acteur, mais ça entraîne des surcoûts et surtout l'absence de formation des compétences locales. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra, à mon sens, relativiser. Sur le long terme, alors le long terme, par nature, j'ai commencé à l'esquisser, est une approche moins séduisante pour les États bailleurs. Ils sont soucieux d'obtenir des résultats rapides, visibles. Il faut avoir en tête qu'ils ont souvent des comptes à rendre, soit à leur opinion publique, à leur parlement, aux groupes de pression. Donc, pour essayer de pallier à ça, il faut essayer d'établir des points intermédiaires précis, comme l'a fait le Ghana, avec des réunions annuelles ou trimestrielles. Répartition géographique. En Syrie, la géographie de la révolte a induit une différenciation des territoires, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, qui ont été touchés par ces conflits. Et la reconstruction doit pouvoir être utilisée pour parer à cela, à cette différenciation territoriale. Or, ce qu'on observe souvent, c'est deux biais qui sont tous deux regrettables. D'une part, la répartition de l'aide souvent suit les zones de conflit. Et donc, on a une logique perverse, comme le dit Serge Mikhaïlov, où c'est l'insécurité qui attire l'aide internationale. Et donc, on voit des zones entières, notamment les campagnes afghanes, oubliées par l'aide, et qui aurait tendance ensuite à se tourner vers des pratiques plus extrémistes. Donc éviter le délaissement des zones qui ne sont pas directement touchées par le conflit. Deuxième biais, souvent l'aide est centrée sur les capitales et les grandes villes. Là aussi, l'exemple afghan est très éclairant. Pour Kaboul, il y a eu 12 fois plus d'aide que pour les zones les plus reculées. Pareil pour le Liban. On a évoqué hier Solidaire et la reconstruction de Beyrouth, la métropolisation de Beyrouth, où l'idée était vraiment de faire de la ville, de la capitale, un symbole de la reconstruction du pays, et des projets qui étaient décalés par rapport aux attentes post-conflit, donc des projets hôteliers ou résidentiels de luxe, entre autres, mais le cas libanais est bien connu et bien étudié. Répartition sectorielle, enfin. Il y a ce que Serge Mikhaïlov appelle la mode du tout social, c'est-à-dire que l'aide va très vite et très facilement vers l'éducation, la santé, qui sont des secteurs connus par les États bailleurs, qui sont des secteurs prisés par leur opinion publique. Et donc, on a là aussi un délaissement d'autres secteurs qui sont très importants dans le post-conflit. Dans le cas afghan, c'est par exemple l'agriculture qui a été délaissée par l'aide. Dans le cas libanais, on a aussi oublié les infrastructures de production, l'industrie en particulier. Donc éviter de diriger tout de suite l'aide vers l'éducation et la santé, mais je sais que le sujet sera abordé ensuite, ou en tout cas penser aux infrastructures qui permettent très vite de réintégrer les citoyens dans une logique de travail, etc. Troisième et dernier point, donc, le rôle des bailleurs. Là, la question qui se pose, c'est celle du degré d'appropriation de la reconstruction par l'État concerné, donc par la Syrie en ce qui nous concerne. Plusieurs points aussi. Le premier, des mesures incitatives. Il ne faut pas obliger que les États bailleurs ont des droits, notamment d'être assurés sur l'absence de corruption, etc. Ne pas oublier à nouveau qu'ils ont des comptes à rendre dans leur propre pays. Et donc, ça implique de prendre en compte leurs contraintes, leurs possibilités, d'où l'importance d'organiser très rapidement une conférence des donateurs. Ça a été fait dans la plupart des cas pour le Liban, pour le Mali récemment au mois de mai 2013 à Bruxelles, etc. Alors ensuite, il y a des mesures incitatives plus ciblées, par exemple, ce que j'appelle l'aide par projet, le fait d'appeler les États bailleurs à financer tel ou tel projet. C'est ce qu'a fait le Premier ministre libanais Fouad Siniora en 2006, où il a invité les États étrangers et le secteur privé à financer la reconstruction du pays sous forme de parrainage de projets. Et c'est allé encore plus loin en 2006, puisqu'on a eu ce qu'on a appelé l'adoption de villages du sud du Liban, dont on a une carte ici.
Et donc la possibilité, c'était d'offrir à des pays, donc on voit ici qu'on a beaucoup de pays du Golfe, mais pas uniquement, d'adopter un village et donc de prendre en charge sa reconstruction en totalité, avec seulement 3 exigences. D'abord, de reconstruire le village selon un plan qui était quand même établi au niveau de l'État. Ensuite, de reconstruire un bâtiment public pour abriter la municipalité du village. Et enfin, payer des compensations aux populations touchées, qui est un registre cher aux partis qui sont majoritaires au sud Liban, mais là encore sous des critères, selon des normes adoptées au niveau de l'État. Donc il y a quand même une uniformisation, mais il est frappant de voir les drapeaux plantés sur chaque village, et ça se traduit au niveau physique aussi. Quand une école est reconstruite par le Qatar, par exemple, il est fréquent qu'on ait le drapeau qatari sur sa façade. Donc, l'aide par projet, c'est un véritable problème. Il y a 2 attitudes possibles. Soit on permet aux pays donateurs de préciser pour quel usage ils veulent cette participation financière, au risque donc que certains pans de la reconstruction ne soient pas financés. Soit on revient à cette idée de fonds multibailleurs, et donc avec l'idée que tout est mis dans un pot commun, et là c'est peu incitatif pour les États qui veulent des résultats visibles, qui veulent pouvoir dire que tel lieu, tel secteur a été financé grâce à eux. Le fait d'être trop rigide sur ce fonds multibailleur peut entraîner des stratégies de contournement. Donc, par exemple, même au Ghana, des partenaires importants comme la Chine et l'Inde ont refusé de participer au pot commun et ont préféré profiter d'une coopération bilatérale en estimant qu'eux en avaient plus de profit, notamment du point de vue de l'image. C'est ce que Pierre Jacquemot appelle la stratégie des passagers clandestins. Donc on contourne le fonds commun qui a été mis en place par l'État pour une aide bilatérale qui est plus visible et donc qui est plus valorisable pour les États bailleurs. Alors la solution intermédiaire pour éviter à la fois l'aide par projet et ce fonds commun, c'est de prévoir donc que toutes les contributions fassent effectivement partie de ce fonds, mais que les donateurs puissent indiquer leurs préférences et donc qu'on leur assure qu'un montant au moins équivalent à ce qu'ils ont donné serve à financer le secteur qu'ils privilégient. Donc ça, c'est une option qui peut marcher. Dernier point, donc, garder le contrôle sur la prise de décision. On a des exemples extrêmes, je dirais, sur le fait que l'ingérence des États bailleurs est allée trop loin. Le cas afghan, mais du fait d'une intervention étrangère. Le cas palestinien, du fait du cas particulier de la Palestine. Je pense qu'en Syrie, on pourrait modérer cela. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il faut garder le contrôle politique de la décision, d'où une nécessité d'adopter une stratégie de communication, d'expliquer aux États quelles sont les attentes, pour éviter, par exemple en Palestine, que des projets qui ne sont absolument pas prioritaires soient financés. Par exemple, le Japon, dans les années 2000, avait accordé un financement pour la réalisation d'un projet d'assainissement des eaux usées, ce qui causait à la fois des coûts exorbitants, des délais extrêmement longs, et donc le projet lui-même a été abandonné, parce que c'était pas la priorité, ça n'avait pas été demandé par l'autorité palestinienne, donc ça correspondait pas au terrain. Il faut aussi, je crois, profiter de la période de reconstruction pour présenter l'économie syrienne aux bailleurs. Tous les liens qui seront noués dans cette période pourront entraîner des investissements à plus long terme, et ça, il me semble que c'est un point important. Et évidemment, essayer d'intégrer les entreprises syriennes, par exemple dans le BTP, les travaux publics, il y a des compétences syriennes, parce que la mise à l'écart de ce savoir-faire rendrait l'ingérence étrangère encore plus forte. Donc 5 points pour résumer cette intervention, ou les leçons qu'on pourrait tirer, je l'espère, à l'intention des Syriens. D'abord, dissocier l'outil budgétaire et l'organe politique de reconstruction. Ensuite, organiser très tôt donc une conférence des donateurs pour expliquer ses attentes et comprendre les contraintes de ces donateurs. Troisième point, anticiper l'arrivée de l'aide par une gestion irréprochable,
Donc la structuration doit bien se faire en amont. C'est de ce fonctionnement que va dépendre la confiance des bailleurs. Ne pas omettre les secteurs moins attractifs pour les bailleurs ou nécessitant un investissement à long terme, donc d'où la nécessité aussi d'éviter une aide fléchée de manière trop rigide. Et enfin, conserver au niveau national le contrôle du choix des projets et des priorités. Et je souhaiterais juste conclure sur une phrase de Laurence d'Arabie qui avait déjà l'idée qu'il valait mieux les laisser faire imparfaitement que faire nous parfaitement. Merci. Merci beaucoup, Mona Noor-Tannous. On a quelques... D'abord, c'était parfaitement minuté, à la seconde près, et ça nous laisse le temps pour une discussion. Vous avez un micro de part et d'autre, si vous voulez engager le dialogue avec l'intervenante. N'oubliez pas de vous présenter chaque fois. Bonjour, je m'appelle Naïri. Premièrement, c'était super intéressant, donc bravo. Il y a peut-être certaines choses qui m'ont un peu éberluée. Je pense qu'il y a des contradictions, mais c'est pas vous qui vous contredisez. Je pense que c'est les structures et tout ça. Entre autres, la question de la centralisation des fonds. Vous dites que c'est mieux pour les bailleurs de fonds, ils se sentent plus en confiance de faire un gros don. Mais en même temps, vous disiez qu'il y a peut-être un peu trop de compte rendu à rendre de leur part, puis ils n'aiment pas ça, mais en même temps, je sais pas, c'est bizarre, comme il faut les responsabiliser quand tu donnes ton argent, tu fais pas juste le pitcher de même, là, il faut quand même comme sensibiliser et responsabiliser les bailleurs de dons, mais je pense que, les bailleurs de fonds, pardon, mais la centralisation, moi je suis pas convaincue que c'est la bonne chose, parce que c'est très difficile de s'assurer que l'argent ne tombe pas dans les mains de la mauvaise personne. Vous avez mentionné qu'il faut quand même une personne entre deux qui n'ait pas eu une grande influence dans le régime précédent, mais peu importe, je veux dire, c'est pas... c'est juste difficile de trouver une personne qui va avoir les bonnes intentions et s'assurer que cet argent-là ne se trouve pas dans la... je sais pas, juste dans la bureaucratie et qu'effectivement, ça puisse aider les populations. C'est ça. C'est pas mal ça. C'est juste que je pense pas que la centralisation, c'est vraiment... je pense que l'argent peut se perdre là-dedans, ça peut se perdre dans la bureaucratie, ça peut prendre encore plus de temps. Je pense que c'est presque mieux de décentraliser parce qu'on peut se focusser sur des projets différents, même si peut-être à long terme, pour les bailleurs de fonds, c'est pas idéal. Peut-être pour les projets pour les projets séparés, c'est peut-être une meilleure chose. En tout cas, allez-y. Oui, je pense qu'il faut répondre tout de suite. Alors l'intérêt de la centralisation, c'est celui avant tout de coordonner les projets qui est ce comité politique qui gère l'ensemble des fonds qui ont été versés pour le pays et qui puisse les orienter vers l'agriculture qui a été oubliée ou tel secteur ou telle région. Donc ça, c'est l'intérêt connu de la centralisation. Maintenant, il est certain que si des cas de corruption sont connus des États bailleurs, ça va les convaincre que tout ce qui fonctionne, c'est les projets bilatéraux, donc financés par eux, avec un personnel local sélectionné par eux, et donc dont ils ont le contrôle du début à la fin. Donc la corruption, il faut avoir bien en tête qu'il faut convaincre les États bailleurs qu'elle est absente, et faire en sorte qu'elle soit absente, pour qu'ils acceptent de mettre leurs fonds dans ce qui est très peu incitatif, à savoir ce fonds commun. On pourrait penser que, juste un petit mot de commentaire, on pourrait penser que les visions qui sont apportées dans les opérations de secours ou d'aide internationale reflètent le régime politique des États donateurs et que donc Mona Noor nous exprime une vision centralisatrice plus à la française et que la question posée venait, si j'ai bien compris, d'une québécoise plus attachée au fédéralisme et donc à un modèle décentralisé. Mais en réalité, vous verrez que dans le comportement des États, il n'en va pas forcément ainsi. Par exemple, les États-Unis ont en général presque toujours pesé pour des systèmes mutualisés
avec un certain degré de centralisation, ce qui ne les empêche pas d'avoir développé une aide bilatérale sur les secteurs qu'ils jugent prioritaires par ailleurs. Donc ce n'est pas simplement le reflet de la pensée dominante dans le pays d'où l'on vient, mais aussi d'un certain nombre d'expériences qui ont pu être comparées les unes aux autres. Il y avait monsieur qui voulait... Je peux laisser monsieur, allez-y. Youssef Choufan, merci premièrement pour la séance. Donc, ma question vient du point de la reconstruction et j'ai cru comprendre qu'il y avait un sous-entendu que ça se ferait lorsqu'il y aurait une transition politique. J'ai deux questions à ce sujet. Un, si cette transition politique venait beaucoup plus tard, disons dans 7 ans. Entre-temps, est-ce qu'il y a une reconstruction possible? Et deuxièmement, quand vous parliez de cette personne qui prendrait le relais et ses liens avec le gouvernement passé, en fait, j'aimerais savoir, c'est parce que je pense que vous avez sous-entendu les liens, mais vous n'avez pas précisé ces liens-là. Est-ce qu'il faut qu'ils existent, qu'ils n'existent pas, que ce soit quelqu'un de modéré, quelqu'un qui soit opposé, quelqu'un... Donc, j'aimerais juste que vous précisiez ces liens, comment vous les percevez les meilleurs pour cet avenir-là. Merci. Alors d'abord le second point sur donc le profil du leader de la reconstruction. Idéalement, si on pense le régime post-Assad, ce serait quelqu'un plutôt connu pour son opposition au régime précédent. Mais je pense qu'il ne faut pas exclure qu'il soit entouré de personnes du régime qui n'ont pas de sang sur les mains pour assurer une continuité administrative. Il faudra profiter de ceux qui ont la connaissance du régime et du pays. Mais je crois que ce chef de file qui a une certaine dimension symbolique devra avoir été plutôt éloigné du régime. En ce qui concerne la reconstruction aujourd'hui, puisque mon propos portait plutôt sur l'arrivée de l'aide, je crains, et on parlait de corruption, que l'aide dans les circonstances actuelles soit largement détournée. On le voit pour l'aide humanitaire. Quand elle arrive à Damas, quand elle est donnée au régime, elle n'arrive jamais en fait aux zones qui en ont besoin. Donc ma crainte, ce serait celle-là, c'est que les financements avancés pour l'aide sous le régime actuel, dans les circonstances actuelles, ne soient pas effectivement utilisés à bon escient. Merci. Merci. Monsieur Imad Al-Zawara de la Forum démocratique syrien-canadien. C'est concernant la catastrophe syrienne et sa spécificité. Et le modèle de l'aide qui était utilisé dans le sud du Liban, par exemple. Vous ne pensez pas que la primauté de la clarté politique dans le temps de reconstruction, ce sera un facteur le plus important? Sinon, on est sujet d'une aide du Golfe, ça va être pour les sunnites. Aide iranienne, ça va être pour les chiites. Aide des Kurdes, ça va être pour la communauté kurde dans le nord et nord-est de la Syrie. On a vu après la guerre de 2006 une aide qui était de tendance confessionnelle pour les villages sunnites dans le sud du Liban et aide iranienne pour les villages de dominance chiite et investissement politique dans cette affaire-là qui n'a pas fini ses effets jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, selon le doyen de notre faculté de l'économie de l'Université de Damas, la perte en Syrie, c'est à peu près 180 milliards de dollars. Et à peu près 1,5 million de bâtiments à terre et des villages complètement qui étaient vraiment rasés. La question, c'était pas partout en Syrie, c'est plus dans des régions plus que des autres régions et de coloration aussi ethnique et religieux. La question, c'était la primauté de la projet politique. Ça ne sera pas un atout, ça ne sera pas l'essentiel dans le projet de la reconstruction de la Syrie. Et merci beaucoup. Merci. Oui, sur la primauté du projet politique, je partage votre analyse et ça pose la question, ce que vous évoquiez, de la couleur de l'aide, donc de qui on accepte de l'argent.
On en parle déjà aujourd'hui pour les financements à la fois du régime et de l'opposition. Est-ce que ça induit, du point de vue des prises de position des deux côtés, est-ce qu'on est redevable envers celui qui nous finance? Je crois que dans le contexte économique actuel, il faudra diminuer peut-être ces exigences et accepter l'argent de là où il peut venir, sans exclure de faire jouer les concurrences. Et à nouveau, une des solutions, ce serait de centraliser, donc d'empêcher que l'argent du Golfe finance tel ou tel pan de la société syrienne qu'on n'a pas envie de voir se développer, et la même chose du côté iranien ou de financement chiite. Et j'ajouterais que, là vous évoquiez les Kurdes, peut-être qu'il faudra envisager, mais alors à mon sens dans un second temps, cette aide bilatérale qu'on évoquait, je crois qu'il ne faut pas qu'elle arrive immédiatement, mais par exemple le financement d'écoles kurdes où on pratiquerait la culture et on apprendrait la langue kurde, il pourrait y avoir peut-être des partenariats avec l'Irak, des fonds irakiens, cette fois-ci plus ciblés. Mais à mon avis, il faudra que ça arrive dans un second temps et passer d'abord par une centralisation à la fois de l'aide et de la décision politique.